Cadillac is back, Cadillac est de retour et on teste aujourd'hui le 3e modèle de sa gamme 100% électrique dédiée à l'Europe dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Si je vous dis marque américaine présente en Europe, vous pensez certainement à Ford, Jeep qui fait partie du groupe Stellantis ou plus récemment de Tesla. Mais il y a aussi les marques du géant américain General Motors. Alors certes, Chevrolet est parti en 2013, mais depuis 1 an et demi environ, Cadillac fait donc son retour sur ce marché européen. Un retour que la marque américaine veut signer par une certaine modernité avec donc cette gamme 100% électrique désormais composée de 3 véhicules. Après le V-Stick à plus de 5,20 m, le Lyriq qui lui fait à peu près 5 m, on découvre aujourd'hui donc ce Cadillac optique qui lui a une dimension quand même plus compatible avec notre marché européen et particulièrement français avec une longueur de 4,82 m. L'idée pour la marque américaine, c'est de proposer du luxe relativement accessible. On en parlera en fin d'émission avec les tarifs de cette optique. C'est en effet la spécialité de Cadillac depuis plus d'un siècle. Une marque d'ailleurs qui a des origines françaises et qui s'est lancée au début du XXe siècle à Détroit, aux États-Unis. Cadillac met ainsi en avant son statut de leader aujourd'hui sur le marché du véhicule de luxe électrique aux États-Unis, mais aussi au Canada, avec donc tout un potentiel pour séduire des acheteurs européens de plus en plus nombreux sur cette catégorie, des SUV de segment C et D sur des véhicules assez haut de gamme. Une modernité qu'on va retrouver aussi dans le design de ces nouveaux modèles, notamment au niveau de la face avant, toujours assez massive, mais avec cette calandre pleine par exemple, et puis de nombreux petits éléments qui évoquent l'aérodynamisme, une particularité qu'on retrouve bien sûr sur la plupart des voitures électriques modernes. Alors, il y a de nombreux petits détails très intéressants sur ce véhicule. On peut commencer par parler du logo Cadillac qui est relativement méconnu en Europe. Vous avez peut-être l'habitude de le voir avec des couleurs au sein de ce blason qui reprend en fait celui de la famille du fondateur de Cadillac et qui a été habillé par ce petit motif à l'intérieur qui est de l'inspiration de l'artiste hollandais Mondrian. Un logo version noir et blanc par rapport au thermique qu'ont le logo avec les couleurs des modèles thermiques qui sont commercialisés notamment par Cadillac aux États-Unis. Et ce logo, on va le retrouver décliné un peu partout autour du véhicule et notamment sur l'écran tactile, sur la partie visible bien sûr depuis l'extérieur. On retrouve aussi une signature lumineuse très travaillée qui va reprendre comme ça ce format de carrosserie avec une petite animation qui se déclenche lorsqu'on allume ou on éteint le véhicule. Un véhicule qu'on teste d'ailleurs dans la finition Premium Sport qui est proposé en alternative à Premium Luxury. Ça va jouer finalement à peu de choses, surtout du design extérieur, de légers détails. On va avoir un dessin de calandre différent, peut-être moins de touches de chrome, donc une version peut-être qui s'adresse à un public plus jeune que sur la finition Luxury. On va avoir par exemple du chrome assombri au niveau du bas de caisse et puis sinon on a quand même cette silhouette très américaine avec ces énormes roues avec des jantes 21 pouces. Toujours sur l'aspect design et aérodynamisme, on va retrouver des poignées intégrées à la carrosserie et avec une petite originalité peut-être par rapport à ce qu'on retrouve chez Tesla. L'ouverture, elle est inversée et puis elle n'est pas mécanique, elle est électronique. Donc j'appuie comme ceci et j'ai plus qu'à ouvrir tout simplement la portière. À l'arrière, on peut signaler ce double béquet et puis on va bien sûr ouvrir le coffre, donc avec cette ouverture assez originale en appuyant directement sur ce logo Cadillac et on débouche sur un coffre de 443 litres qui va être complété par un petit espace supplémentaire sous le plancher, toujours pratique pour ranger des câbles qui lui offre une capacité de 61 litres. Et pour le côté polyvalent, à signaler aussi la possibilité de tracter jusqu'à 680 kg.
Nous voici à l'intérieur de ce Cadillac optique et donc on va retrouver tous les codes comme ça des véhicules de luxe, notamment l'abondance de matières différentes. Ça c'est vraiment agréable à l'œil et puis on peut le dire avec un peu de chauvinisme, à l'intérieur très réussi parce qu'on le doit à une designeuse française, Laetitia Lopez. Il y a d'ailleurs 4 choix d'intérieur différents. On a choisi l'intérieur gris mais avec ses nombreuses touches de bleu qui apportent vraiment de la couleur dans cet intérieur. Moi je trouve ça vraiment très réussi. On va retrouver la présence d'un peu de plastique dur, mais vraiment on va dire dans des parties non visibles. Et ici avec le gris, on va dire que ça passe quand même assez bien à l'œil. Mais par contre, c'est vrai que même dans les rangements de portières qui sont d'ailleurs très vastes, on va avoir ce petit tissu bleu qui est déjà doux au toucher et puis encore une fois à l'œil très agréable. On a aussi une très bonne luminosité à l'intérieur, tout ça grâce à un énorme toit panoramique qu'on va pas pouvoir ouvrir, mais qui va, on va dire, vraiment de l'avant jusqu'à l'arrière. Et qu'on va pouvoir simplement refermer avec un volet électrique disponible au niveau du plafonnier. C'est aussi au niveau de ce plafonnier qu'on va retrouver le bouton des warnings et ça c'est vrai que c'est aussi assez inhabituel. À l'intérieur, comme je vous disais, que je trouve assez réussi avec la présence de cuir mais aussi de textile. Au niveau de la console centrale, on a ce petit habillage et puis pas trop de piano black. Et puis il y a ces molettes de réglage de la climatisation que je trouve à la fois jolies et pratiques pour orienter assez rapidement le flux d'air. Toujours au niveau de la climatisation, l'avantage c'est qu'on va retrouver de nombreux raccourcis physiques pour activer la climatisation ou le chauffage bien sûr, régler le flux d'air et bien sûr la température. On peut mentionner aussi les sièges qui sont très confortables avec de nombreux réglages qu'on peut retrouver aussi au niveau de la portière, un peu façon Mercedes, et puis avec la possibilité d'avoir des sièges ventilés et puis quelque chose que j'avais jamais encore vu, des sièges chauffants, mais on va pouvoir distinguer si on veut avoir le chauffage de l'ensemble du siège, assise comprise, ou seulement au niveau du dos. Des sièges qui sont aussi massants avec un réglage qui va se situer également au niveau de la portière. À l'intérieur de ce Cadillac optique, la pièce maîtresse, ça reste bien sûr l'écran à la fois des compteurs et l'infodivertissement. Et en fait, c'est une dalle unique qui fait 33 pouces de diagonale, donc assez gigantesque. Et elle offre une très bonne résolution 9K avec plus d'1 milliard de couleurs affichées. L'intégration est très réussie, en fait elle est comme ça flottante juste derrière le volant avec cette petite partie incurvée sur les côtés qui donne un aspect plutôt réussi visuellement. Il tourne sous Google Automotive, donc ça va permettre d'avoir un système très fluide, très réactif au toucher et qui va pouvoir se mettre à jour assez facilement, mais il reste bien sûr compatible CarPlay et aussi Android Auto. L'intérêt aussi d'avoir cette base Google Automotive, c'est que sur un planificateur d'itinéraire de Google Maps, le véhicule va être en connexion avec le système et donc ça va être particulièrement pratique pour adapter notamment les arrêts de recharge si on rentre une destination assez lointaine comme Paris. C'est le système lui-même qui va calculer les étapes sur lesquelles il faudra que je m'arrête pour recharger cette voiture électrique. Et on a différents paramètres toujours importants pour ces longs trajets électriques, par exemple l'autonomie que je veux conserver en arrivant à destination finale. C'est assez inhabituel, mais sur la partie gauche de l'écran des compteurs, qui est bien sûr pas tactile, on va retrouver quand même différents réglages et donc on retrouve une partie tactile qui va me permettre notamment de régler les phares, de désactiver, activer le maintien de voie. On va aussi retrouver tout ce qui concerne les réglages de l'affichage tête haute qui vient très bien compléter cet écran des compteurs. Je vous en reparlerai pendant la conduite et puis la possibilité aussi de personnaliser cet écran des compteurs si on veut un menu dédié à l'énergie, à la gestion en fait de la partie électrique du véhicule ou tout simplement avoir comme ça la carte qui va être soit projetée de Android Auto ou soit de Google Maps, ça veut dire finalement de l'interface intégrée directement au véhicule. Sur l'ergonomie, la copie reste globalement très correcte. On va avoir 3 manières d'interagir avec l'écran via bien sûr le toucher, ça reste un écran tactile, mais Cadillac signale aussi la présence de cette molette et donc ça c'est vrai que c'est toujours bien pour les personnes qui sont pas forcément à l'aise avec les commandes tactiles et puis elle est plutôt fonctionnelle, on va quand même pouvoir passer comme ça assez facilement vers le menu, le thème de son choix. Et enfin, la partie commande vocale qui là va vous passer de toute interaction physique et vous allez pouvoir réclamer au véhicule notamment l'activation, désactivation de la climatisation.
Sur le volant, je serais peut-être un petit peu plus partagé. Certes, j'aime bien son dessin général et il est plutôt bien organisé avec de nombreux raccourcis pour activer et désactiver certaines fonctions. Une partie plutôt dédiée à l'infodivertissement sur la droite et puis les interactions qu'on va pouvoir avoir directement avec l'écran, bien sûr le réglage du volume, et sur la partie gauche qui va concerner plutôt les assistants de conduite ou également l'activation du volant chauffant. Mais malheureusement, je vous disais, si on a beaucoup moins de piano black répartis dans le véhicule, on va le retrouver quand même sur les différentes commandes tactiles. Mais le gros inconvénient, c'est que ça va avoir tendance à conserver les traces de doigts. Alors c'est assez particulier, mais pour la boîte à gants, pas de bouton physique disponible directement, il faut passer par l'écran tactile. Heureusement, on a un petit raccourci disponible en permanence, comme chez Tesla. On retrouve également un rangement supplémentaire au niveau de la console centrale, l'occasion aussi de parler des nombreux ports USB. On a 2 prises type C comme ça en façade au niveau de la planche de bord. On en retrouve 2 supplémentaires ici dans cet espace de la console centrale avec une prise allume-cigare. Et puis assez original cet emplacement pour le téléphone qu'on va recharger comme ça en induction. Et on va pouvoir quand même refermer cet espace de la console centrale. À l'arrière, on dispose d'un espace assez généreux et confortable. Juste une petite réserve sur l'espace à la tête. Je suis pas très grand et je suis quand même assez proche du plafond. On a également l'accès à 2 ports USB type C, des réglages pour les 2 sièges chauffants à l'arrière. Et puis, assez drôle de constater qu'on a l'accès à une prise de courant. Ça, c'est toujours pratique. Ça fait maintenant 160 km qu'on roule à bord de ce Cadillac optique, et donc on se fait une idée globalement très bonne du véhicule en termes de confort, d'insonorisation. C'est vraiment du très bon niveau. On a roulé sur une variété de routes, voies rapides, petites routes de montagne, principalement en mode sport, ce qui explique aussi notre niveau de consommation relativement élevé. On dispose dans ce modèle d'un seul choix de batterie, 75 kWh, ce qui peut paraître assez limité pour un gros SUV. En effet, ça donne une autonomie théorique de 425 km, mais avec notre niveau de consommation, on s'approcherait plutôt d'une autonomie sous les 300 km. À ce sujet d'ailleurs, c'est marrant de noter qu'on peut en effet passer d'unité américaine, donc le fameux système impérial, les miles, à un système en unité européenne, mais il y a une mesure assez inhabituelle de la consommation qui est en kilomètres par kilowattheure. Donc là, par exemple, sur notre trajet du jour, on est à 3,5 km par kilowattheure et c'est ce qui donne cette consommation qu'on peut recalculer à 28 kWh au 100 km, qui est une unité de mesure plus classique en Europe. Alors c'est vrai qu'on a eu, nous, un rythme de conduite assez dynamique. En roulant plus tranquillement, on peut facilement s'approcher des 4 km par kWh. Et là, le calcul, il est beaucoup plus simple à faire. On est à 25 kWh au 100 de moyenne, ce qui reste quand même assez élevé. On dispose de 2 moteurs électriques avec la puissance totale cumulée qui est de 304 chevaux. Mais encore une fois, on est sur un gros SUV qui fait 2 tonnes 4 avec le poids des batteries. Donc ces 304 chevaux, finalement, ils sont suffisants. En tout cas, on n'est pas sur un véhicule au tempérament très sportif. En mode sport, on va quand même réaliser le 0 à 100 en un peu plus de 6 secondes, mais on n'est pas non plus déboussolé par ces accélérations. Dans ce véhicule, il se veut avant tout confortable, optimisé pour les longs trajets avec de nombreux assistants de conduite. Bien sûr, le classique régulateur de vitesse adaptatif suivi des lignes de la route dont on dispose et qu'on utilise actuellement sur voie rapide. Et donc j'ai l'affichage tête haute assez complet qui va me faire apparaître différentes informations. Et au niveau de cet assistant de conduite sur voie rapide, je vais de toute façon être rappelé à l'ordre par une alerte assez impressionnante en rouge dans l'affichage tête haute directement pour me rappeler de bien tenir le volant. On ne dispose malheureusement pas encore du système Super Cruise qui est proposé par General Motors aux États-Unis. Il est en cours d'homologation pour l'Europe et il devrait permettre notamment d'ajouter le changement de fil automatisé à cet assistant de conduite. Ce qui est dommage en revanche, c'est qu'on va avoir un certain temps pour désactiver les fameuses alertes de vitesse, de franchissement de ligne ou d'inattention. Il n'y a pas de bouton dédié pour le moment, donc ça devrait arriver avec une mise à jour, mais il faut aller dans les paramètres véhicule et par exemple pour celle d'assistance pour la vitesse, il faut désactiver le carillon en cas d'excès de vitesse. Côté recharge, c'est peut-être un point faible de ce véhicule, ça reste de très bon niveau sur la charge lente. En effet, on peut monter jusqu'à 22 kW de puissance et ça va permettre de récupérer 100 km en 1 heure. En revanche, sur la charge rapide, en courant continu, là on ne pourra encaisser
que 110 kW, ce qui donne un temps pour passer de 10 à 80% de 37 minutes, ce qui aujourd'hui fait partie de la moyenne assez basse sur ces véhicules et d'autant plus sur un véhicule électrique de luxe. Le véhicule reste assez complet en revanche sur ce qu'il va proposer en termes de freinage régénératif, le fameux mode One Pedal. Donc là j'ai un bouton sur l'écran tactile, il me suffit d'appuyer dessus et en fait je vais pouvoir comme ça paramétrer assez facilement un freinage normal, un freinage élevé, et en freinage élevé on sera quasiment sur du One Pedal. C'est ce qui va me permettre de me servir uniquement de la pédale d'accélérateur, en ville particulièrement. Lorsque je vais relâcher cette pédale d'accélérateur, le véhicule va tellement décélérer pour récupérer de l'énergie que je vais pouvoir aller jusqu'à l'arrêt et donc éviter de me servir au maximum du frein. Alors l'originalité sur ce Cadillac Optiq, c'est qu'on a une petite palette côté gauche du volant. Et en fait, ça va me permettre d'activer ce freinage régénératif maximum. Donc en conduite dynamique, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on va pouvoir freiner avec la main. C'est un peu l'inverse de ce que Alpine propose sur la petite A290 avec ce bouton rouge qui permet de faire un appui fond de pédale lorsqu'on appuie dessus. Là finalement c'est l'inverse, on va pouvoir freiner au volant. Alors cette fonction, moi j'ai trouvé un petit peu gadget. C'est vrai que finalement on a quand même la pédale de frein dont on peut se servir et puis surtout ce freinage régénératif maximisé avec le One Pedal. Donc en fait la palette elle va être compatible avec un freinage régénératif au minimum. Surtout que c'est assez difficile en fait de doser ce freinage avec la palette. On peut quand même le faire, mais il faut un temps d'adaptation pour pas avoir un freinage trop brutal à l'approche d'un virage par exemple. Comme je vous disais, on a roulé principalement en mode sport qui va agir bien sûr sur les performances à l'accélération, mais aussi rigidifier en partie la direction. On a un système de suspension simple, donc ça ne va pas vraiment jouer à ce niveau-là, mais moi j'ai trouvé quand même le véhicule presque plus confortable en mode sport que dans le mode qu'on pourrait appeler confort, mais qui ici s'appelle promenade. Où je trouve que dans ce mode, les mouvements en tout cas de suspension vont des fois être un petit peu perturbants par rapport au mode sport où le véhicule va avoir un comportement beaucoup plus rigide, beaucoup plus sûr. Avec ce bon niveau d'insonorisation et puis ce côté quand même très confortable du véhicule, on peut aussi profiter d'un système son très développé. On a en effet un système Dolby Surround qui a été conçu avec AKG et qui va vraiment pouvoir vous envelopper de musique pendant votre trajet. Je suis avec Pera Brugal, directeur de General Motors Europe. Bonjour Pera. Salut Julien, comment allez-vous ? Bien, merci. Cadillac est de retour en Europe depuis environ 1 an et demi. Que pouvez-vous me dire de ce retour ? Êtes-vous satisfait de ce lancement sur ce nouveau marché ? The New Market Launch ? Oui, nous avons réalisé de nombreuses avancées en 1 an et demi. Je suis très satisfait des retours de la clientèle française. Comme vous le savez, nous avons débuté notre aventure en étant très ancrés en France, car nous sommes très fiers d'avoir Cadillac, originaire de Cadillac-sur-Garonne. Et nous avons profité de cet ancrage local pour débuter notre conquête européenne. Nous avons également réalisé de nombreuses autres avancées. Nous avons inauguré notre showroom vaisseau amiral dans des lieux exceptionnels, comme par exemple devant l'Opéra Garnier à Paris. Nous avons également profité de ce lieu pour présenter mondialement notre écurie d'endurance, une Cadillac série VR. Nous avons également lancé de nouveaux modèles comme le V-Stick et maintenant l'Optiq. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Je suis ravi de l'accueil réservé à nos clients. Comme vous le savez, nous avons également lancé des modèles en Suisse, en Allemagne et en Suède, ainsi que notre premier lancement en Europe. Très bien. Et quelle est votre clientèle cible en Europe ? Pour nous, notre clientèle cible est celle des passionnés de design, de technologie et de luxe. C'est notre clientèle, n'est-ce pas ? Et nous proposons une excellente gamme avec le Lyriq et le Lyriq V-Series. Pour ceux qui apprécient cet espace à bord, avec en plus une accélération accrue, c'est tout simplement la Cadillac la plus rapide jamais conçue. Et pour ceux qui ont une grande équipe, une grande famille ou qui pratiquent beaucoup de sport et ont besoin d'un grand volume de chargement, le V-Stick est la voiture idéale en 7 ou 6 places. Avec l'Optiq, nous ciblons désormais une nouvelle clientèle. Je pense que l'Optiq, grâce à sa taille et à sa compacité, sera également un bon véhicule pour la ville, mais aussi idéal pour de belles escapades le week-end. Nous espérons ainsi élargir notre clientèle.
Oui, l'optique est évidemment plus adaptée à la clientèle européenne. Ce sera sans aucun doute votre best-seller. Adapté à la clientèle européenne, c'est absolument ça. Merci de votre question. Elle est parfaitement adaptée. Nous avons passé beaucoup de temps en Europe pour adapter l'optique aux besoins spécifiques de nos clients. Je dirais même que c'est une voiture conçue pour l'Europe. Nous avons développé des caractéristiques spécifiques comme les pneus pour l'Europe. Nous avons équipé les freins Brembo de série. La transmission intégrale reste aussi de série. Nous avons réglé la suspension et la direction. En résumé, nous voulons vraiment adapter ce véhicule à une conduite très européenne. GM a également investi massivement dans les technologies, notamment dans la conduite assistée avec la fonction Super Cruise. Pensez-vous que cela pourrait changer la donne en Europe? Oui, nous le pensons. Comme cela a été le cas chez Cadillac aux États-Unis. Pour vous donner quelques chiffres, nous avons investi 25 milliards de dollars ces 5 dernières années dans le développement de véhicules électriques, ainsi que dans les logiciels et les technologies de conduite autonome. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de notre gamme est prête pour le Super Cruise. Et Super Cruise sera disponible l'année prochaine grâce aux mises à jour à distance. Nous annoncerons donc le calendrier au plus tard en 2026. Mais l'année prochaine, grâce aux mises à jour en direct, les clients bénéficieront également du logiciel et des avantages de Super Cruise, une technologie de conduite autonome de niveau 2. Pour nous, cela signifie simplement les mains libres du volant et les yeux sur la route. Et vous allez aussi avoir une équipe de Formule 1, c'est quelque chose d'incroyable. Que pouvez-vous me dire sur ce nouvel engagement sportif? Oui, c'est fantastique. Cela s'ajoute à tous les autres sports mécaniques auxquels nous participons. Nous sommes engagés en endurance avec le WEC, l'IMSA et maintenant avec la Formule 1, ce qui, bien sûr, est très pertinent pour les clients européens. Je pense qu'il y aura un avant et un après en termes de notoriété de marque, avec l'arrivée de la Formule 1 en Europe. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette nouvelle étape. Et l'un des aspects que nous apprécions dans le sport automobile, c'est qu'il constitue en quelque sorte une référence pour les technologies que nous souhaitons intégrer à nos véhicules quotidiens. Cela peut concerner l'aérodynamique, les systèmes de gestion logicielle des groupes moto-propulseurs hybrides ou tout autre élément comme bien sûr la suspension et le freinage. C'est donc formidable de les voir beaucoup plus souvent en sport automobile. Nous nous réjouissons d'une excellente première saison qui débutera en mars. Et comme Cadillac est une marque 100% électrique en Europe, seriez-vous intéressé par des sports électriques comme la Formule E? Electric sports like Formula E. Pour l'instant, nous nous concentrons sur notre participation en Formule 1. C'est très important pour nous, comme pour les autres compétitions de sport automobile où nous sommes engagés. C'est vraiment sur ça que nous nous concentrons, et comme pour notre gamme de véhicules, nous arrivons avec une vision en tête. Notre vision de trajet zéro, zéro accident, zéro émission et zéro embouteillage. C'est pourquoi nous avons eu cette volonté de venir en Europe avec une gamme 100% électrique. Merci. Merci beaucoup. Ce Cadillac optique se montre donc très intéressant, surtout ce premier modèle assez compact pour le marché européen, pour la marque américaine. Ce qui est plutôt bien fait, c'est le configurateur qui est finalement très simple. On a le choix entre 2 niveaux de finition et après très peu d'options. Et les caractéristiques vont être les mêmes pour les 2 finitions. Vous avez par exemple des freins Brembo, que ce soit sur la finition Sport, mais aussi sur la finition Luxury. Le véhicule est donc d'office très bien équipé. On va notamment retrouver les assistants de conduite dont je vous ai parlé, et puis tout un système de caméras, ce qui est toujours pratique pour réaliser ces manœuvres avec un véhicule aussi imposant. L'idée vraiment pour Cadillac, c'est de proposer du luxe abordable. Alors ce Cadillac optique, il démarre à 69 500 €, ce qui est quand même bien moins cher qu'un modèle concurrent comme le Mercedes EQE SUV, et même un petit peu moins cher aussi qu'un Audi Q6 e-tron. Et on avait finalement très peu d'options sur notre modèle d'essai, à savoir la peinture bleue et le toit noir, ce qui donne une facture finale un petit peu plus de 71 000 €. Les commandes sont désormais ouvertes pour ce modèle, et pour les premières livraisons, il faudra patienter en février 2026. C'est la fin de ce numéro d'En route pour demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On retrouve cette émission en multidiffusion sur Tech & Co, mais également en replay sur le site internet de BFM Business ou la plateforme RMC BFM Play. Merci beaucoup, à bientôt.